Bonjour à tous, je suis Marie-Hélène, votre Zen Coach. Je vous accueille dans ce lieu qui s'appelle Être bien en soi et sur la chaîne Être bien en soi que j'ai décidé de créer pour vous, pour entre autres choses vous croiser une fois par mois pour la lumineuse pensée positive du mois. Alors c'est la pensée positive, elle est lumineuse bien sûr parce qu'elle est positive, bénéfique et efficace. C'est pas simplement la pensée positive pour la pensée positive, je ferai la parenthèse tout à l'heure, je vous expliquerai pourquoi. J'ai créé ce lieu Être bien en soi pour vous recevoir aussi en direct live, soit en atelier, soit en rendez-vous individuel. Comme vous le voyez, il y a déjà sur le mur une première citation du Bouddha. Vous voyez partout, ça dit soyez judicieusement égoïste. Apprendre à apprendre de soi, apprendre à prendre du temps pour soi, découvrir qui on est, accepter qui on est, aimer qui on est, etc., etc. Alors ça fait partie des petits travaux qu'on met en chantier ici à Être bien en soi, que ce soit en individuel ou que ce soit en atelier. Je suis Zen coach et thérapeute. Je suis formée aux biogénéalogies, au transgénérationnel, à la psychogénéalogie, au décodage des comportements en neurosciences et toutes ces choses qui font que voilà, on apprend au quotidien à être un peu mieux. Je suis aussi énergéticienne, je suis maître Shambhala, voilà, je suis artiste, je suis zen coach, j'ai appris à respirer. Je vous apprends à respirer, à retrouver cette respiration zen et calme qui fait que vous allez gérer au quotidien le stress, l'émotionnel, le mental et vos talents aussi. Ça fait partie de ces mots que j'aime énormément. Vous êtes tous plein de talents et le truc c'est de vous le faire prendre conscience en fait. Et ça, c'est du pur bonheur pour moi, tout à fait personnellement. Et puis, vous verrez, c'est du pur bonheur pour vous aussi. Alors voilà, je vous reçois une fois par mois, entre autres, pour la lumineuse pensée du mois. Alors, c'est quoi la lumineuse pensée du mois? C'est un exercice. C'est d'abord, bien évidemment, une pensée positive, de préférence. C'est quand même plus agréable à entendre et à se dire à soi. C'est une pensée qui viendra bien souvent des grands hommes. On va commencer par une pensée positive du Bouddha. Et puis on va la mettre en pratique parce que c'est bien d'avoir une pensée positive, mais si c'est pour pas la mettre en pratique, ça sert à rien. Ça reste juste une pensée positive. Et là, j'en viens à ma fameuse parenthèse. La pensée positive en soi n'est pas une fin en soi. Alors je sais que je ne vais pas me faire des amis en disant ces choses-là, tant pis, c'est pas grave, j'en ai déjà plein. Mais franchement, sérieusement, si c'est juste pour lire des bouquins de développement personnel, si c'est juste pour dire je suis le plus beau, le plus riche, le plus mince, et de préférence le plus fort, ça sert à rien. Ça sert à rien et en plus c'est dangereux. Imaginez 3 secondes que le gars qui se plante devant sa glace se dit je suis le plus beau, le plus riche, le plus mince et le plus fort. Voilà, il est content, il utilise sa pensée positive et il est dans un leurre total. Hein. Il est mais vraiment hors réalité. Et puis un jour, il décide dans son développement personnel de, comment dire, je sais pas moi, de chercher d'autres bouquins, de faire un autre chemin qui va un petit peu plus loin. Il est tout seul, je précise. C'est là où c'est surtout dangereux. Euh, il va faire son chemin et il va avoir une prise de conscience, juste comme ça. C'est un, c'est un coup de tonnerre, c'est un bus qui vous rentre dans le pif, c'est une catastrophe ambulante parce qu'il se rend compte que devant son miroir, il n'est pas le plus beau, il n'est pas le plus riche et il n'est pas le plus mince. Et il n'est pas non plus le plus fort. S'il n'a pas un vrai bon coach thérapeute à ses côtés, qu'il soit coach ou thérapeute ou les deux, en général on est les deux, s'il n'a pas une vraie personne qui puisse vraiment l'aider à non seulement faire cette prise de conscience en conscience, et surtout d'aller voir plus loin pour quelle raison il avait ce ressenti. Parce qu'en fait, c'était juste un ressenti. Si ça se trouve, le type, il est très très beau, il est déjà très riche de sa connaissance personnelle et de ses talents personnels, il est peut-être pas spécialement gros, et puis les canons de beauté aujourd'hui dans cette société bling bling du paraître nous fait croire que si on pèse plus de 42 kg et demi, on est obèse. Bon, c'est un concept.
D'accord? Si ce monsieur qui utilise la pensée positive juste pour la pensée positive n'a pas à ses côtés, au moment où il va prendre conscience, en conscience du fait qu'il n'est pas l'image qu'il avait de lui, par exemple, ça peut être très très dangereux. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'appeler cette lumineuse pensée du moi une pensée positive, bénéfique et efficace. C'est-à-dire qu'on va aller chercher dans le positif, bien évidemment, puisque bien évidemment, on sait déjà que l'énergie qu'on va mettre sur les choses nous revient. Ça, c'est sûr. Il est clair, et là je fais une petite parenthèse avec l'énergétique, que l'énergie que l'on met sur les choses va amplifier cette chose. C'est aussi la loi de l'attraction. Et que, comme on l'utilise en biogénéalogie par exemple, la peur de la chose attire la chose. Donc si on va mettre une énergie qui va être néfaste et négative, bien sûr qu'on va se sentir de moins en moins bien. À force de me dire je suis malade, un de ces quatre, je vais tomber malade. D'accord? Si je me dis j'ai cette maladie, mais pour quelle raison j'ai cette maladie? Est-ce qu'elle symbolise quelque chose? Et là, on peut aller voir dans la médecine chinoise, par exemple, qui a 5000 ans d'histoire et qui nous apprend toutes les bases du bien-être d'aujourd'hui, d'accord? Où ils vont aller décoder, par exemple, l'origine, la symbolique de la maladie par rapport à l'organe qui est touché. Il y a plein d'autres techniques qui le font aussi, plein d'autres sciences, études qui le font aussi. Mais si je me dis juste je suis malade et que je prends 4 boîtes de cachets par jour, oui, la maladie, je vais pouvoir l'enrayer à cause grâce au cachet, entre guillemets, grâce au cachet. Ben, c'est quand elle va revenir. Quoi. Juste une petite parenthèse. Je pense que je n'ai plus été malade depuis malade, mais vraiment, vraiment malade à l'hôpital. Hein, depuis, j'ai 49 ans et demi, depuis l'âge de mes 36 ans. Donc, ça fait quand même 13 ans. Ça va. D'accord? La pensée positive, bénéfique et efficace, c'est une pensée qui va chercher, qui va piocher dans l'énergie positive des choses. Cette positivité nous apporte bien évidemment un mental et un schème du pensée, un rouage de la pensée qui nous est bénéfique. Et pour qu'elle soit efficace, il est impératif, il est juste et important d'aller décoder son origine, sa symbolique et ce qu'elle nous apporte. Et pour quelle raison j'utilise cette pensée-là aujourd'hui et pas une autre demain. D'accord? La pensée positive, bénéfique et efficace du jour est une citation du Bouddha, une autre. Alors, ce sont les 4 vérités du Bouddha, en fait. Ces 4 vérités du Bouddha, vous allez pouvoir les installer, les ancrer, les imprimer comme un ordinateur, le cerveau c'est comme un ordinateur, les programmer dans votre quotidien, dans votre mental, dans vos cellules, au fur et à mesure de chaque chose et chaque événement que vous allez vivre dans votre vie, à partir du moment où il y a un petit souci. Les 4 pensées du Bouddha, les 4 vérités du Bouddha sont 1. Déterminer la souffrance. 2. Déterminer la provenance. 3. Accepter que l'on puisse y mettre fin. Et 4. Comprendre comment on peut y parvenir. Je répète. 1. Définir la souffrance. 2. En déterminer la provenance. 3. Accepter que l'on puisse y mettre fin. Et 4. Comprendre comment on peut y parvenir. Je vous laisse déjà méditer là-dessus. Je vous invite à prendre des notes. Je vous inviterai chaque fois, systématiquement, à avoir avec vous de quoi noter. Systématiquement. Noter, c'est imprimer dans votre cerveau inconscient. Petite parenthèse et petit rappel, piqûre de rappel pour ceux qui me connaissent déjà. Le cerveau inconscient, notre cerveau inconscient à tous, c'est 400 milliards de mégabytes seconde. C'est un ordinateur le plus puissant que la Terre ait jamais porté. C'est l'équivalent d'un ordinateur 15e génération. Pour info, à la NASA, aujourd'hui, en 2015, ils en sont aux ordinateurs 5e génération.
Nous, on a un ordinateur 15e génération, l'équivalent de 400 milliards de mégabytes seconde, qui fonctionne en permanence pour nous, pour notre bien-être et pour notre survie individuelle d'abord et de l'espèce ensuite. Son objectif, c'est de nous maintenir en vie. Son objectif, c'est de nous maintenir en vie en bonne santé, en bon état, en bonne santé au pluriel, morale, mentale, intellectuelle, sentimentale, physique. Son objectif, c'est de nous maintenir en vie et de surtout ne pas nous faire souffrir. Alors, quand on va aller travailler sur soi en développement personnel, et que bien évidemment on va aller chercher, gratter derrière là où ça fait mal, lui, il va nous dire casse-toi, quoi. Tout de suite. Il va nous faire sortir de la réalité, il va nous faire oublier de faire nos exercices, il va nous faire nous dire mais j'y crois pas, ça marche pas, par exemple, ou nous faire mettre en colère. Nous, on s'amuse toujours en séminaire et en formation, quand on est formé en tant que coach et thérapeute, parce qu'on se dit les uns aux autres, au fait, tu notes quand je vais faire pipi ou quand je m'endors, ou parce que vraiment, il y a des moments où on s'endort, parce que le cerveau, il vous dit, casse-toi, ça fait mal, n'y va pas. Alors, bien sûr que dans un premier temps, on peut appeler ça de l'autoprotection. Sauf que l'autoprotection, de voir la vérité, ça nous permet de voir d'où vient le souci et le problème. De voir la douleur, de voir, je ne sais pas moi comment on peut appeler ça, le visage de l'ennemi, de voir comment il fonctionne et comment il se comporte, ça nous permet de beaucoup mieux comprendre déjà, accepter, ne pas juger, et donc de dire ben voilà, je ne fais pas avec cet ennemi-là. Ou je change de façon de penser, de fonctionner. Ok? Le cerveau inconscient, c'est 400 milliards de mégabytes seconde. Il est programmé pour notre survie individuelle, d'abord, et puis de l'espèce. D'accord? Les 4 vérités du Bouddha sont le premier exercice, basique et à la fois évident. Vous allez voir, vous allez comprendre comment il fonctionne votre cerveau inconscient. Quand vous allez commencer à vouloir définir la souffrance, par exemple, et dire pour quelle raison est-ce que j'ai ce ressenti? Pour quelle raison est-ce que dans un bug de vie, par exemple, je sais pas moi, l'épouse et le mari, il y en a un des deux qui vit mal le relationnel de couple, par exemple, et le ressenti est tel que vraiment ça clash, quoi, ça bug, comme pour employer une expression que j'emploie souvent. Voilà, ça bug. Ça a bugué entre l'épouse et le mari. Alors, je vais prendre un au hasard, pioche, 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 l'épouse, par exemple. Et donc, elle se dit, mais voilà, moi j'ai ce ressenti-là avec mon mari, je me sens incomprise, par exemple, ou mon mari n'est pas du tout romantique, il n'y a aucune marque d'affection, par exemple, ou qu'est-ce que je peux encore définir comme souffrance au sein du couple? Mon mari n'est jamais là, par exemple, ou mon mari n'aime pas ma cuisine, par exemple, c'est possible, ça peut arriver, et ça me touche, parce que mon mari n'aime pas ma cuisine, je peux toujours acheter des trucs tout faits, parce que ça c'est pas bien. Mais bon, c'est mon ressenti personnel qui cuisine frais. Je vous en parlerai autrement un autre jour. Mais s'il aime pas ma cuisine, mon mari, et que vraiment ça me touche, c'est qu'il y a un bug quelque part. Pour quelle raison est-ce que j'ai ce ressenti-là? C'est moi qui ai ce ressenti-là. Ma voisine, elle sait pas cuisiner, son mari n'aime pas sa cuisine, elle l'envoie au resto tous les jours. Elle s'en fout. Moi, ça me touche. Exemple. D'accord? Définir la souffrance. Je vais rester sur l'exemple de l'épouse qui a un ressenti de mal-être, de pas bien, parce que son mari n'aime pas sa cuisine, par exemple. Elle a défini la souffrance. Ok, c'est bon. On a mis le doigt dessus, on écrit. Ça me touche. Alors, qu'est-ce que ça me touche? De quoi? En quoi ça me touche? Pour quelle raison est-ce que ça me fait mal? Pour quelle raison est-ce que ça me trouble? Pour quelle raison est-ce que ça me met en colère? L'émotion, la colère, c'est aussi une émotion. D'accord? Ou que ça me met en larmes, ou que ça me mutine. Mutine, oui, mutiner, de mutin, de pas parler. Donc voilà. Tout d'un coup, je ferme tout, quoi.
Voilà, il a dit qu'il aimait pas ma cuisine, ben c'est tout. Et je ne cuisinerai pratiquement plus jamais, aussi, par exemple. Je définis la souffrance. En déterminer la provenance. En déterminer la provenance, ça veut dire, donc, j'ai un bug avec mon mari, je suis en ressenti de mal-être parce qu'il n'aime pas ma cuisine, je comprends que c'est ça qui me touche, j'ai défini la souffrance, et j'en détermine la provenance. D'où est-ce que ça peut provenir? Est-ce que c'est depuis toujours, déjà? Est-ce que mon mari déteste ma cuisine depuis toujours? Depuis la première fois où on s'est rencontrés, qu'on se soit rencontrés quand on était adolescent, par exemple, et qu'on a fait la cuisine à la maison, peut-être j'ai raté un plat, et puis voilà, c'est bon, c'est foutu. C'est imprimé dans les 400 milliards de mégabytes secondes, et voilà, et le mari. Mais c'est son conflit à lui alors. Donc on se rend compte que c'est pas le conflit de l'épouse, c'est son conflit à lui. D'accord? Parce que peut-être que l'épouse, elle a sûrement bien retravaillé depuis. Mais lui, il a gardé en mémoire dans le programme un programme. Alors le truc, c'est de faire un reset et de déprogrammer, reprogrammer. Imaginons un autre cas de figure. Depuis quand ça démarre? L'épouse fait à manger à son mari, mais il aime vraiment pas sa cuisine. Peut-être qu'il s'est passé, je sais pas, un événement dramatique dans la famille, par exemple. Euh, Allez, on va prendre la catastrophe bien connue de tous, la perte d'un être cher, et le jour de l'enterrement, on fait une petite frichti comme ça à la hâte, et on n'a pas vraiment fait gaffe à ce qu'on avait, on était franchement à autre chose, on est triste, on n'est pas bien, et donc on a cuisiné n'importe comment, l'épouse y compris, et du coup le mari, rebelote, il a imprimé dans son, dans son disque dur, inconsciemment, bien sûr, que l'épouse faisait mal le truc. Donc on a déterminé, défini la souffrance à la base et on détermine la provenance. Maintenant, ça peut venir du transgénérationnel, ça peut venir de la période du progescence, c'est-à-dire la période où on est bébé, on est enfant, bébé et dans le ventre de maman. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose chez les adultes qui n'est pas du tout à nous et qui s'est transmis d'un point de vue de ce qu'on appelle la communication cellulaire. La mécanique quantique explique ça très bien. Vous m'enverrez des mails, je répondrai à toutes et à tous. Voilà, on va déterminer le pourquoi du comment ça a bugué, à partir de quand ça a bugué. Quand, où, comment, avec qui, l'origine de la détermination de cette souffrance. D'où ça vient. Ensuite, on va accepter que l'on puisse y mettre fin. C'est-à-dire, alors ça va être gai avec le parallèle de l'épouse qui cuisine mal, ça va pas être évident. Attention, j'ai un petit bug d'ordinateur. Voilà, c'est pas grave, on continue. Alors, accepter que l'on puisse y mettre fin. Je vais commencer déjà par vous expliquer ce que ça veut dire, comment je l'explique en atelier, surtout. On a tous, dans nos entourages plus ou moins proches, que ce soit du plus lointain voisin ou que ce soit dans les gens de la famille ou au boulot ou chez les amis, on a tous le râleur ou la râleuse de service qui est jamais content de rien, qui rouspète toujours sur tout, qui a toujours tout plus que les autres, qui est plus malade que les autres, qui est plus malheureux que les autres, qui est plus miséreux que les autres, qui est plus, qui est plus, qui est plus, qui est plus. Ah oui, mais moi j'ai plus. Et toujours dans la négative, sinon c'est pas marrant. D'accord? Ces gens-là, quand ils arrêtent de râler, ou plus précisément, si on leur donne les moyens d'arrêter de râler, exemple, je caricature, mais imaginons, tu as gagné 40 millions au loto, tu peux te soigner, tu peux offrir une entreprise à ton fils, tu peux partir en vacances comme tu veux, tu peux racheter 3 maisons, tu peux faire retaper ta maison actuelle, puisque tu dis toujours que ta maison c'est un taudis, tu peux avoir des femmes de ménage, puisque de toute façon, maintenant, tu n'as plus envie. Voilà, tu n'as plus de, comment dire, d'excuses, entre guillemets. Tu n'as plus de raison de te plaindre, de respecter, de râler, de blablabla. Si vous enlevez à ces gens l'opportunité d'avoir cette sensation, on est de nouveau dans un ressenti, ce ressenti d'exister parce que ils râlent, en râlant, mais ces gens-là, ils meurent. Oui, oui, non, mais vraiment. Vous leur enlevez leur sens d'exister. Je refais une parenthèse. Tout a un sens dans l'univers. Si ça n'a pas de sens, ça n'existe pas.
Le bien parce que le mal. Le chaud parce que le froid. L'amour parce que la peur. Et oui, l'amour parce que la peur. Parce que l'inverse de l'amour, c'est pas la haine. L'inverse de l'amour, c'est la peur. On se souvient tous de notre premier baiser, tous et toutes, le tout premier baiser. Même si on n'avait que 5 ans et demi pour certains, le tout premier baiser, qu'on a eu très très peur, qu'on avait notre cœur qui battait, on y est allé quand même. Qu'est-ce qui a guidé le fait de dépasser sa peur? C'est l'amour. La haine, c'est toujours de l'amour. C'est un sentiment qui a été modifié. On ne hait pas viscéralement quelqu'un qu'on ne connaît pas. Si on hait quelqu'un vraiment viscéralement, c'est quelqu'un qu'on a aimé, ou connu, ou apprécié, ok? C'est pas quelqu'un qu'on connaît pas. L'amour, c'est pas le contraire de la peur, de la haine. On recommence. L'amour, c'est pas le contraire de la haine. L'amour, c'est le contraire de la peur. Dépassez votre peur, écoutez votre peur, allez chercher votre amour, et vous verrez que toutes les choses se mettent en place. D'accord? Je récapitule. Accepter que l'on puisse mettre fin. Accepter que les choses changent et que le sens profond des choses change. C'est accepter un tsunami dans sa maison. En gros, l'idée, c'est ça. Alors évidemment, rebelote, le cerveau inconscient, il va de nouveau vous faire pas le faire, ou oublier de le faire, ou etc., etc. Parce que tant que madame ne cuisine pas pour monsieur, puisque de toute façon, il n'aime pas sa cuisine, bah, ça l'arrange bien, elle a plus à cuisiner inconsciemment. Et oui. Alors accepter qu'on puisse y mettre fin, ça veut dire que si demain il aime sa cuisine, elle va devoir s'y remettre au fourneau. Et ouais, ça peut être un exemple. Et quatrième vérité du Bouddha, c'est comprendre comment on peut y parvenir. Alors comprendre comment on peut y parvenir, c'est poser des actes. C'est mettre en action ces quatre vérités du Bouddha, cette pensée positive, bénéfique et efficace, c'est-à-dire que je prends conscience de la pensée positive, bénéfique et efficace, j'ai gratté derrière le sens des choses, le pourquoi du comment j'avais besoin de cette pensée-là à ce moment-là, j'accepte de changer, et puis maintenant je vais poser des actes. C'est-à-dire, je vais utiliser cette pensée positive, je vais changer mon schème de pensée. Le schème de pensée, petit rappel, ce sont les rouages de la pensée. C'est la manière qu'a notre cerveau inconscient de formuler, en fonction du programme qui est le nôtre, cette façon qu'a notre cerveau de formuler notre pensée. Pour quelle raison est-ce que certaines personnes pensent d'une certaine manière et d'autres personnes pensent d'une autre manière? Chacun a son schème du pensée. Ok, vraiment le rouage de sa pensée. Et tout ça va se chambouler. Et tout ça va changer. Et tout ça va évoluer, tout simplement. Comprendre comment on peut y parvenir, c'est poser des actes. Alors, par exemple, dans le cadre de la fameuse madame qui ne sait pas cuisiner, ou plus précisément dont le mari n'aime pas sa cuisine, eh ben, elle va faire par exemple des petits plats sans dire que c'est elle qui les a faits, avec plein d'amour, et sans dire que c'est elle qui les a faits, par exemple. Ou elle va, une fois qu'elle a décodé, elle a défini la souffrance, elle en a déterminé la provenance, elle accepte qu'elle puisse y mettre fin, et puis elle se rend compte qu'en fait, en ayant décodé, ben, il y a toutes les, comment dire, toutes les femmes de la généalogie de son mari cuisinaient mal, en fait. Donc tous les hommes ont épousé des femmes qui cuisinaient mal, par exemple, dans les anciens, chez les anciens du mari. Et donc elle va lui expliquer que c'est le conflit des anciens, c'est pas le conflit du mari, par exemple. Peut-être qu'ils vont faire un travail ensemble, par exemple. Et puis elle, de toute façon, elle va aller, comment dire, changer sa manière de cuisiner.
Elle va utiliser de l'huile d'olive plutôt que du beurre ou de la maïzena, par exemple. Il y a plein de moyens, il y a plein de solutions. Alors, comprendre comment on peut y parvenir, c'est poser des actes et c'est tester en permanence, se remettre en question en permanence. Et ça, il n'y a personne d'autre qui peut le faire à notre place. Et pour vous, il n'y a personne d'autre qui peut le faire à votre place. Moi, je suis là pour vous guider. Je suis là pour vous donner une clé qui va vous ouvrir la porte. Et c'est vous qui ouvrez la porte. C'est pas ma porte, déjà. Donc, j'ai pas à l'ouvrir. Et puis, je peux pas. La meilleure explication que je donne en atelier, c'est on peut pas prendre la douleur des autres à leur place. On peut pas vouloir le bonheur des autres à leur place. C'est impossible. C'est juste de l'ordre de l'impossible. On ne peut pas prendre la douleur physique ou morale ou mentale ou sentimentale à la place de quelqu'un d'autre et vivre cette douleur sous prétexte d'alléger l'autre. C'est impossible. Alors, tant qu'on n'aura pas trouvé les super machines pour le faire, en tout cas, pour l'instant, c'est impossible. La seule personne qui peut se sortir de cet état de pas bien, c'est la personne elle-même. Nous, on est juste là en guide. On donne la clé, il a le loisir ou pas d'ouvrir la porte. Et comme je le dis souvent à mes élèves en coaching, qui veulent travailler aussi en coaching, vous pouvez demain avoir les numéros du loto et ceux du tiercé et ceux de l'euro-million, vous les donnez au monde entier, le monde entier ne va pas les jouer. Parce qu'il y en a qui vont pas y croire, parce qu'il y en a qui vont oublier, parce qu'il y en a qui n'en ont pas envie, parce qu'il y en a qui vont être en colère pour des raisons X, Y. Même si demain vous avez tous les numéros gagnants de toutes les loteries du monde entier et que vous les envoyez partout, il y a des gens qui vont pas jouer les numéros gagnants. Ok? C'est très important d'accepter. On est souvent, vous m'avez souvent entendu parler d'acceptation, on est souvent dans l'acceptation parce qu'à partir du moment où on est dans l'acceptation, on laisse aller, on lâche prise. Alors, je fais une parenthèse aussi entre laisser aller et lâcher prise. On vit avec un programme, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous sommes 400 milliards de mégabytes secondes, nous sommes 14 milliards d'années de mémoire cellulaire depuis le Big Bang, tout est imprimé dans nos cellules. Vous allez voir des DVD de mécanique quantique qui vont vous expliquer ça beaucoup plus complètement et plus amplement que moi. Le fait est que c'est là. Le fait est que cette communication cellulaire, elle existe. Le fait est que poser des actes, c'est la loi de l'attraction. Dès l'instant où je vais aller chercher quelque chose de positif et que je vais poser des actes, il va me revenir une info, au minimum une info, une synchronicité positive. D'accord? Et que, on en revient toujours à définir la souffrance, c'est toujours mon ressenti qui va faire les choses. Poser les actes en conscience, c'est-à-dire que je définis la souffrance, je comprends ce qu'elle est et je la vois, je la comprends, je l'accepte. Je suis dans l'acceptation. Le cerveau inconscient vit et existe et fonctionne pour notre survie individuelle d'abord et de l'espèce ensuite. Nous sommes 14 millions de mégabytes secondes et ça fait 1. Nous sommes 14 milliards d'années de mémoire cellulaire. Nous sommes 400 milliards de mégabytes secondes et nous fonctionnons selon le même programme que dans la nature hostile, il y a 14 milliards d'années. C'est-à-dire que la nature hostile, symboliquement, c'est soit la jungle, ça peut être la guerre, une situation où la survie de l'espèce est en danger, ça peut être un braquage dans un grand magasin du quartier, par exemple, un accident sur l'autoroute où il y a plein de voitures les unes dans les autres, dont une qui a pris feu, on n'a pas encore, appelé les pompiers ni rien. C'est une situation de survie extrême. Et là, lui, notre cerveau inconscient, il fonctionne d'emblée tout de suite pour nous faire survivre. Nous, personnellement, à la seconde qui suit. Ok? Et dans ce contexte-là, sachant que nous sommes 14 milliards d'années de mémoire cellulaire depuis le Big Bang, que notre cerveau inconscient fonctionne comme dans la nature hostile. La nature hostile, c'est par exemple la jungle, exemple la gazelle dans un fourré
Elle est là en train de manger un petit peu, elle se balade et elle entend un autre bruit dans un autre fourré. Elle se pose pas la question de savoir si le lion, il est devenu végétarien. Elle se casse, la gazelle, tout de suite à la seconde. D'accord? Et ben notre cerveau inconscient, il fait pareil. C'est-à-dire, je suis en pleine ville, je dois traverser, et il y a le tram qui passe ou le bus qui doit arriver. Il arrive, je ne l'ai pas vu en fait. Il arrive et il est là. Et je viens de passer le trottoir et je vais traverser. Mon cerveau inconscient, il va d'emblée à la seconde me faire reculer pour me faire survivre à la seconde d'après. Et si j'ai déjà à peu près traversé la rue, que je suis quasi de l'autre côté, mon cerveau inconscient, il va me faire avancer, et quitte à me plaquer au sol, pour éviter de me prendre le bus. D'accord? C'est comme la gazelle dans la nature hostile. Notre cerveau inconscient, il fonctionne de la même manière. C'était une petite parenthèse biologique, histoire de vous montrer un petit peu comment on fonctionne. Et si vous vous mettez à une terrasse de bistrot, l'été va arriver, vous allez voir les affaires montent, vous vous installez à une terrasse de bistrot et vous regardez passer les gens, avec en mémoire ce que je viens de vous dire. On fonctionne comme dans la nature hostile. Imaginez la jungle et regardez passer les gens, les troupeaux des gens. Ne les voyez pas comme des animaux, encore que vous pouvez faire le parallèle, mais voyez s'il est seul, s'ils sont deux, s'ils sont en famille, et voyez comment ils se comportent, ne fût-ce que dans leur gestuelle. Et vous allez déjà comprendre pas mal de choses. Et puis évidemment, avec un petit peu d'humour et d'amour pour vous, vous faites le décodage pour vous aussi. Est-ce qu'on fait ci, est-ce qu'on fait ça quand on est dehors? Est-ce que quand on est en famille, on a tel comportement, etc. Ce qui nous ramène au cas de vérité du Bouddha, définir la souffrance, en déterminer la provenance, accepter qu'on puisse y mettre fin et comprendre comment on peut y parvenir. Le comment, c'est la prise de conscience en conscience. C'est de poser des actes en conscience. C'est-à-dire que quand je revois arriver le bus de mon mari ne supporte pas ma cuisine et il n'y a rien à faire, il ne veut pas la manger, je prends conscience que c'est un conflit, exemple, qui n'est pas le mien. C'est le conflit des générations de mon mari qui ont épousé à chaque fois des mauvaises cuisinières. Et donc, le conflit n'a plus de sens de s'exprimer, puisque tout a un sens dans l'univers. Si ça n'a pas de sens, ça n'existe pas. Et le fait de prendre conscience en conscience, d'accepter que c'est pas à soi, et d'adopter, en posant des actes, une autre attitude, désamorce la bombe. Ça n'a plus de sens de s'exprimer. Elle est pas belle la vie? Je répète les 4 vérités du Bouddha. Définir la souffrance, en déterminer la provenance, accepter que l'on puisse y mettre fin et comprendre comment on peut y parvenir. Alors je vous invite, je pense que je vous l'ai déjà dit, à noter, 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 noter. Prenez plein de cahiers, prenez plein de petites feuilles volantes que vous attachez le soir en rentrant, parce que c'est important de vous respecter aussi, de respecter le travail que vous faites pour, avec et sur vous-même. Et vous notez vos ressentis. Alors, première chose, vous allez noter votre ressenti par rapport au sujet que vous allez travailler, au conflit ou à la situation conflictuelle que vous allez travailler. Vous notez votre ressenti du jour, de ce soir 1er avril. Vous relisez pas ces notes-là. Vous renotez à la fin de la semaine le ressenti au bout d'une semaine de travail. Vous relisez pas ces notes-là. Systématiquement toutes les semaines, en début et en fin de semaine, vous notez votre ressenti. Le ressenti d'aujourd'hui, 3-4 lignes, et à la fin de semaine, le ressenti d'aujourd'hui. Et à la fin du mois, là, vous relisez vos notes du ressenti de base depuis le début en fonction du travail que vous aurez fait. D'accord? Deuxième chose, vous allez prendre une autre feuille pour noter, justement, définir la souffrance, c'est quoi la souffrance, en déterminer la provenance, accepter que vous puissiez y mettre fin et comprendre comment vous pouvez y parvenir et donc poser des actes au fur et à mesure, tester des trucs, prenez des notes pour vous rappeler, parce que lui va vous faire oublier, pour vous rappeler des actes que vous avez posés et des effets positifs, bénéfiques et efficaces que ça pose dans votre vie. Vous allez vous changer la vie. Comme je dis toujours, changez-vous la vie, ça nous change le monde. Ensuite, vous allez prendre aussi des notes, de toute façon. Si vous passez sur mon site web ou si vous voulez m'envoyer des mails déjà avec des questions,
j'y réponds dans les 48 heures. Et puis, il y avait d'autres notes à noter, je ne sais plus, j'y reviendrai tout à l'heure, parce que là j'ai un trou. Je vais juste conclure sur cette fameuse pensée positive et bénéfique et efficace du mois. Vous allez en trouver une sur le site web, déjà, qui est celle de l'année dernière, que j'ai laissée exprès, qui est une pensée positive, bénéfique et efficace qui est écrite, qu'il est bon de lire sur l'écran, et qui est, pour savoir où tu vas, rappelle-toi d'où tu viens. Voilà, avec tous les détails des infos semaine par semaine. Voilà ce que je voulais vous dire. Vous allez noter semaine par semaine, non pas vos ressentis, mais au fur et à mesure du décodage que vous allez faire. C'est-à-dire, vous allez, première semaine, définir la souffrance. Il y a 4 vérités du Bouddha, il y a 4 semaines dans un mois. Comme par hasard. Définir la souffrance. Vous allez prendre des notes en fonction de ce qui bug dans votre vie aujourd'hui. Vous pouvez travailler comme ça, comme un grand ou comme une grande, toute seule pour le moment. Cela dit, je suis toujours là par email ou par Skype. Définir la souffrance première semaine. Deuxième semaine, en déterminer la provenance. Vous prenez des notes. Et vous refaites à chaque fois un débriefing. Troisième semaine, accepter que vous puissiez ne pas. Ça va être comment ma vie dès l'instant où j'ai plus besoin de souffrir de ça. C'est-à-dire comme la dame de tout à l'heure qui ne sait pas cuisiner ou dont le mari n'aime pas la cuisine. Ok, d'accord. Et la semaine prochaine, il aime ma cuisine et ça va être comment ma vie? Je vais devoir cuisiner tous les jours? Alors comment je vais mettre ça en route, par exemple? Et puis comprendre comment on peut y parvenir, ça c'est la quatrième semaine. Et je vous invite à prendre des notes et des notes et des notes et des notes. Et à revenir environ tous les 2-3 mois sur vos notes, voir un peu votre évolution. Et puis au fur et à mesure des notes que vous prenez, ben, vous relisez les notes d'il y a 1 mois, 2 mois, 3 mois, grand maximum. Et puis peut-être qu'à la fin de l'année, avec un tout petit peu de chance, vous aurez un petit esprit, ou plutôt un grand esprit, beaucoup plus zen qu'aujourd'hui, et vous prendrez du temps pour vous. Vous serez, comme le dit mon inscription Bouddha sur le mur, je vous serai judicieusement égoïste. Et là, vous prendrez du temps pour vous et vous relirez toutes vos notes de l'année. Et ouais, et vous vous ferez un cadeau. Surtout, rappelez-vous de vous faire un cadeau. Dès l'instant où vous travaillez avec, pour et sur vous, faites-vous un cadeau de la vie. Ça peut être un chocolat surprise, on s'en fout. Ça peut être un truc à 50 centimes, on s'en fout. C'est symbolique, c'est l'intention que vous mettez dessus. C'est l'énergie que vous mettez dessus qui est bénéfique, positive et efficace et qui va vous rappeler. Ça peut être une petite bague dans un distributeur à 50 centimes, on s'en fout. C'est le cadeau que vous allez vous faire à vous. C'est ça qui est important. C'est le plaisir que vous avez aujourd'hui à vivre et à être vous. On va se quitter là-dessus. Je trouve que ça vous laisse déjà pas mal de boulot. Si vous avez des questions, vous m'appelez par Skype éventuellement. Je vais vous mettre toutes les coordonnées en incruste. Je vais vous indiquer aussi les 4 vérités du Bouddha. Vous allez sur ma page éventuellement Facebook, être bien en soi. Vous pouvez aller sur ma page Google, puisqu'il y a une page Google qui est destinée aussi à l'activité être bien en soi et à la chaîne être bien en soi. Voilà, vous avez tous les moyens de me joindre possibles et imaginables. Si vous êtes hors Belgique et si vous êtes dans Belgique, et ben vous pouvez toujours me retrouver en live, soit pour les ateliers, soit pour les consultations individuelles. Voilà, des infos, des petits mails, je suis toujours là et je réponds dans les 48 heures. Je peux pas faire le boulot à votre place, mais j'ai un trousseau de clés super méga brillant, sympathique, en or massif, certifié diamant, et je peux vous dire que vous allez aller beaucoup mieux, et d'ailleurs vous allez déjà mieux maintenant. Parlez dans l'instant présent, parlez au présent, et posez vos actes maintenant. Je vous souhaite tout le bonheur de la terre, rappelez-vous d'être heureux, et si vous avez un tout petit doute, appelez-moi. Voilà, on va terminer là-dessus. C'est tout. Au revoir, soyez heureux.